Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Après, des fois tu te dis comment tu dis à ta famille que tu repars encore, quoi. Quand ça fait déjà 2-3 fois que tu pars pour une période de 1 an, 6 mois, c'est compliqué de leur annoncer quand même. Donc je ferai ça pour eux. Après, pour mon expérience personnelle, je repartirai. Après, je sais pas dans quel pays je repartirai finalement, puisque à ce moment-là, j'ai saisi des opportunités qui sont présentées pour les différents stages et jobs. En tout cas, je repartirai en Amérique latine, c'est sûr. Salut et bienvenue dans French Expat saison 3, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus de chez eux. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis. Aujourd'hui, on part au Mexique pour la toute première fois dans un format long depuis la création du podcast il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est un véritable tour d'Amérique latine qu'on nous propose en compagnie de mon invitée Sélénie. Partie initialement pour un stage au Pérou, c'est ensuite en Équateur puis dans le sud du Mexique qu'elle va vivre avant d'aller explorer avec son sac à dos ce continent qui la fascine tant. Pour cet épisode, c'est depuis la ville de Mexico qu'elle nous parle, là où elle vit avec son mari, Alejandro, le frère d'une de ses premières amies, des toutes premières amies qu'elle s'est faites au Mexique. Mais chut, personne n'est encore au courant qu'ils sont mariés, et vous allez voir, c'est un sujet un peu sensible. Si vous souhaitez faire un tour du côté du Machu Picchu, ne manquez pas l'épisode bonus qui sortira jeudi, sensation garantie. Avant de vous laisser vous plonger dans cet épisode, je vous rappelle que je vous retrouve à la fin pour vous parler de la suite. Allez, ceinture, next stop, Mexico. Sur la place centrale de Mexico, dans le Zócalo. C'est la fête des morts, donc il y a plein de gens déguisés autour de moi, les tapis de fleurs, c'est magnifique. Je suis actuellement à Mexico, j'ai 30 ans et je suis de la région centre, vers Orléans. Tu nous parles de Mexico, mais ce n'est pas ta première ville d'expatriation. Tu as un certain amour pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Est-ce que tu peux nous raconter, en fait, avant de parler de tout ça, à quoi ressemblait ta vie avant de quitter la France finalement ? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la France ? Finalement, je n'étais pas du tout amenée à voyager. Mes parents ne sont pas tellement voyageurs, ils ne m'ont jamais emmenée à l'étranger. Mais quand j'ai étudié ma licence, j'ai fait une année d'Erasmus en Espagne, comme beaucoup. Et ensuite, en master, c'est là que je me suis dit, maintenant que je connais l'Espagne, je vais traverser l'Atlantique. C'est là que j'ai eu l'idée donc de partir tout d'abord au Pérou. J'ai fait un entretien, j'ai fait cet entretien-là, c'est tout. J'ai été prise direct. Et voilà, c'est bon. Ah oui, d'accord, donc le truc royal, c'est quoi. Ça. Génial. Et c'était un stage pour rentrer faire quoi ? Donc pour aller enseigner le français et la langue étrangère à des personnes dont c'est pas la langue natale. C'est ça, exactement, ouais, en Alliance française, dans la ville de Arequipa, dans le sud du Pérou. C'est quoi la géographie de cette ville ? Tu peux nous décrire un petit peu l'environnement de Arequipa avant de revenir à ta première journée ? Alors en fait, c'est une ville qui est assez haute en altitude, c'est à plus de 2000 mètres d'altitude. D'accord. Il y a un volcan qui domine la ville, si je me rappelle bien, c'est le Misti. Mais par contre, c'est quand même une ville, autour, c'est assez sec quand même. Très peu de végétation dès que tu sors de la ville, c'est vraiment assez désertique en fait. Du coup, les saisons sont inversées là-bas. Donc quand je suis arrivée en janvier, le climat était bien. Du coup, comme tu es en altitude, ça te brûle un peu, même le soleil et tout ça. À partir du mois de mars, il a commencé à pleuvoir. Et du coup, moi, je suis partie fin juin. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il commençait déjà à faire froid, vraiment très froid la nuit du coup.
Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton premier jour ? Je suis arrivée directement à Arequipa. Ouais. Enfin, c'était la première fois en fait que je prenais l'avion seule pour un aussi grand voyage. J'avais 2 escales. Je me suis dit non, je vais jamais arriver à destination, c'est pas possible. Mais ça s'est bien passé. Par contre, en arrivant au-dessus de la ville d'Arequipa en avion, je me rappelle que on a survolé un coin de la ville qui faisait un peu peur quand même. Enfin, genre, il y avait pas les routes, c'était terre battue, tout ça. Et là, tu fais ah ouais. Ah ouais, ça va être comme ça là où je vais habiter en fait ou c'est que cette partie quoi. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui venait me chercher à l'aéroport, donc ce côté-là c'était plutôt assez rassurant. Et puis après quand je suis montée en voiture avec eux, c'est vrai que tu passes pas vraiment très près de cette zone-là finalement. Et quand je suis arrivée à la maison, c'était une grande maison, on n'était que des Français à habiter dans cette maison, donc c'était un peu plus facile et du coup ça faisait genre c'était terrain inconnu quoi. Comment ça se passe la découverte de cette ville, de ce nouveau pays ? J'adore le job, ouais. L'avantage c'est qu'en fait tu rencontres des gens super facilement parce que en fait tes élèves adultes ça devient tes amis quoi. C'est vrai. Donc viens, tu viens manger chez moi. Je vais te présenter mes parents. On va visiter ça ce week-end. Est-ce que tu veux venir avec nous ? Voilà quoi, ça aide. Ça aide pour rencontrer du monde sur place, en fait. Comment est-ce que tu t'adaptes donc à cette nouvelle vie ? Donc, les locaux t'aident finalement à t'intégrer, ça c'est génial. On parle souvent de la difficulté quand on arrive en tant qu'adulte, qu'on n'est pas étudiant, de rencontrer du monde. Finalement, toi, tu y arrives. Est-ce que tu arrives du coup à découvrir la ville, la région, la culture locale ? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Avec les locaux, c'est facile. Et puis aussi... comme dans la maison, on n'était que des Français, mais il y en avait certains qui étaient là depuis plusieurs mois, qui connaissaient eux aussi du monde. Donc c'est vrai que on sortait beaucoup dans les bars. Ensuite, on allait visiter dans les coins de un peu toute la ville. Et puis un week-end à la plage, et puis un week-end au Machu Picchu. Voilà quoi. Génial. Le mieux, on va dire, c'est quand même le Machu Picchu, évidemment. Je me permets une toute petite pause pour vous proposer d'aller découvrir l'aventure de Célénie au Machu Picchu pour aller vivre la montée de cette magnifique montagne et pour vivre vraiment cette aventure en sa compagnie. C'est un petit bonus qui va durer une dizaine de minutes qui sera en ligne dès jeudi. On y retourne. Super, d'accord. Donc du coup, ce séjour au Pérou se passe bien, t'es contente, même si t'as un rythme un peu intense au boulot. Tu loges avec des Français, mais ça te permet quand même le boulot te permet de lier avec les locaux. Qu'est-ce que t'en retiens ? Dans quel état d'esprit t'es à la fin ? Et comment tu te prépares à la suite ? J'en retiens que c'était vraiment ma première expérience aussi loin de ma famille et de mon pays, quoi. Mais c'est vrai que c'était une super expérience et très, très triste de partir. Les adieux sont un peu difficiles. Mais je sais que j'ai ma 2e année de master qui m'attend et que du coup, j'aurai l'occasion de faire un 2e stage à l'étranger. Donc je me dis, c'est bon. Ah, donc à ce moment-là, tu rentres en disant que je rentre en France, mais je reviendrai, c'est sûr ? Ouais, c'est ça. Je reviendrai peut-être pas au Pérou tout de suite, mais je reviendrai en Amérique latine, c'est sûr. Donc du coup, te revoilà en France, tu embrayes sur ta 2e année de master. Comment ça se passe et comment est-ce que l'Amérique du Sud, du coup, a réussi à repointer son nez dans ton cursus ? Donc le master, je continue mon master sur Tours. Du coup, c'est assez rapide. En fait, je reviens au mois de juin et puis c'est 6 mois, quoi. Et puis début janvier de l'année suivante, faut repartir. C'est 4 mois de cours très intenses, beaucoup de travail, la recherche du stage aussi. Un peu plus compliqué de trouver le 2e stage. J'avais un rêve depuis toujours, c'était l'Argentine. Donc au début, je me suis beaucoup focalisée sur ce pays. Et puis en fait, ils cherchaient pas forcément des stagiaires, tout ça. J'avais pas de réponse. Donc après, je me suis dit, bon, allez, toute l'Amérique latine, j'envoie des CV partout, c'est bon. Et c'est là donc que je trouve un stage dans le sud du Mexique, dans l'état du Chiapas, à Tapachula. Tu peux nous décrire cet état Alors, le Chiapas, c'est très... alors, sur la côte, là où j'ai habité, très chaud, très humide. Donc, quand tu arrives, en fait, tu vois tout vert. C'est impressionnant, beaucoup d'arbres, vraiment la forêt très dense, quoi. Plein d'arbres fruitiers. C'est une région très, très belle. Alors par contre, quand tu descends de l'avion et que tu as la chaleur écrasante de entre 35 et 40 degrés avec 80 ou 90% d'humidité, là tu fais
Ah ouais. T'es arrivée du coup en janvier Ouais, de c'est nouveau. ça, janvier. Donc c'était pas la saison des pluies. Alors en janvier, pour eux, c'est frais. Donc c'est frais, il fait 20 degrés la nuit, il fait 35 la journée. Donc voilà. Ce qui est très respirable pour eux. Tu imagines donc quand il fait chaud pour eux. Mais du coup, c'est quoi quand il fait chaud? Quand il fait chaud, c'est 40, 42, ressenti 45 avec plein d'humidité, quoi. C'est l'horreur. Dur. D'accord. Alors raconte-moi un peu comment ça se passe. Quelles sont tes attentes? J'imagine que la tentation est grande pour un second stage avec des missions similaires de comparer au premier stage. Tu peux nous raconter un peu justement comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vécu? C'était tellement différent les deux stages. L'Alliance française au Pérou, on était une trentaine de profs. Là, j'arrive, il y a la directrice, on est 2 stagiaires. C'est tout. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc, très, très différent. C'est quand même dur de travailler avec cette chaleur écrasante, sachant qu'il n'y a pas la clim ni chez moi, ni dans l'Alliance française. C'est plus compliqué de s'habituer, mais surtout au climat, en fait. Parce que les gens, c'est pareil, je rencontre très rapidement des gens, mes élèves principalement, encore une fois, quoi. Le climat est quand même compliqué et c'est pas forcément très favorable au début, quoi. Ça aide pas à l'adaptation. À quoi ressemble ta vie là-bas? Alors, je me lève très tôt parce que entre la chaleur et le bruit de la rue, c'est assez incroyable. En fait, comme il fait chaud, les gens, à 5h du matin, ils sont déjà levés. Ils sont au marché à 6h pour acheter tout ce qu'il leur faut pour ne pas sortir sous un soleil de plomb plus tard, quoi. Donc ouais, la vie est okay. très... c'est vraiment très tôt, quoi. Tout le monde est debout très tôt. Et ensuite, j'ai une école juste en face de chez moi où il y a de la musique à partir de 7h du matin. Et là, tu te dis, mais comment les gens font pour étudier avec de la musique? C'est assez spécial, on va dire. Mais ouais, sinon, ma vie... l'avantage, c'est que j'habite à même pas 10 minutes à pied de là où je travaille. Donc, je fais le trajet à pied tous les jours. Je travaille que dans l'après-midi, à partir de 5-6 heures jusqu'à 9 heures. Voilà, donc du coup, j'ai quand même le temps, parce que je suis quand même en master, donc il faut quand même que j'écrive mon mémoire à un moment. Donc c'est vrai que les matins étaient un peu studieux, et puis du coup, quand il faisait encore un peu frais, t'en profitais pour essayer de te concentrer et travailler, non? Après, j'ai quand même la plage à une demi-heure, donc quelques week-ends à la plage, quelques week-ends de l'autre côté. D'un côté, t'as la plage, et de l'autre côté, en fait, t'as les montagnes, et du coup, tu sens la fraîcheur. C'est là où ils cultivent le café. C'est une région où ils cultivent plein de café. Ah, d'accord. Donc, Okay. c'est assez sympa d'aller les voir. Et puis, du coup, plein de cascades aussi au milieu des plantations de café. Donc, c'est une région très belle, ouais. Avec des beaux couchers de soleil dans la forêt, tout ça, c'est sympa. Et alors, d'un point de vue personnel, comment se passe ta vie quand t'es là-bas? Pas mal de connaissances, pareil, avec mes élèves. Du coup, les stagiaires qui étaient là avant moi me présentent des amis, et puis ça devient des très bons amis. Et puis et aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux. À chaque fois que je vais à Tapachula, je vais chez eux d'ailleurs. J'ai habité avec eux pendant 1 an et demi ensuite, donc voilà, quoi. Enfin, ouais, c'est ma famille mexicaine, en fait, quoi. Ils sont déjà venus en France aussi voir ma famille, donc ouais, vraiment des belles relations. J'ai connu un élève et que m'a présenté une stagiaire, et quand eux ils sont partis, du coup il y a un autre stagiaire qui est arrivé pour vivre avec moi. Mais c'est vrai qu'on ne s'entendait pas tellement avec l'autre stagiaire, donc du coup, moi, dès que je pouvais, je sortais, quoi. Donc on sortait beaucoup avec cette amie, et on allait à la plage, on allait visiter les cascades, enfin, voilà, on sortait avec des amis à lui, tout ça, et c'est vrai que c'était une belle amitié. Et puis après, j'ai connu ses sœurs qui ont plus ou moins mon âge aussi, donc voilà. Et puis finalement, maintenant, je suis comme leur sœur aussi, quoi, finalement. J'ai ma petite famille mexicaine. Je suis marraine du fils de sa sœur. Donc voilà. Super expérience. Voilà, j'y suis allée d'ailleurs il n'y a pas longtemps, là, encore, pour les voir. J'essaie d'apprendre un peu le français à mon filleul, mais même si c'est pas gagné.
je termine mon expérience à Tapachula, je termine mon stage au mois de juin, ça doit être juin 2017. Donc je rentre en France, voilà, je rends mon master, tout ça, j'ai mon master. Fin août, pendant le mois d'août, je cherchais du boulot et j'ai trouvé en Équateur. Je pars en Équateur pour un contrat au début de 3 mois. Donc je pars en Équateur fin août. Et donc dans cette petite alliance française de Porto Viejo, donc j'ai un contrat au début de 3 mois qui sera éventuellement renouvelable après. Mais je déciderai de ne pas le renouveler. J'ai beaucoup aimé mon expérience là-bas. J'ai fait aussi des belles rencontres. Mais c'était pas pareil. Je sais pas, je me suis pas liée d'amitié avec des gens pareils qu'au Pérou et qu'au Mexique. Et du coup, ça, au bout d'un mois, en fait, je m'en suis rendu compte. Et au bout d'un mois, en fait, je me suis dit, bon, je vais terminer mon contrat, mais voilà, c'est tout. Il n'y aura pas plus. Donc voilà, je termine mon contrat fin novembre. Et en gros, mon visa de touriste se termine ce jour-là. Donc le jour même, je prends mes valises et hop, je file à la frontière avec la Colombie. Il faut que je sorte, quoi. Et en fait, donc là, j'arrive pas tout de suite au Mexique puisque, j'avais un petit peu décidé ça avant quand même, mais je n'en avais pas vraiment parlé. Je décide de faire un voyage de plusieurs mois avec mon sac à dos en Amérique du Sud et Amérique centrale. Donc, je commence par, évidemment, la Colombie, vu que c'est là que j'arrive, non ? Donc, je passe 1 mois en Colombie. De là, je prends un avion pour aller au Mexique, donc à Tapachula, pour revoir mes amis, pour être avec eux pour les fêtes de Noël et de la nouvelle année. Et ensuite, je reprends un avion, retour du coup, pour redescendre pour le Costa Rica. Comment est-ce que tu choisis toutes ces destinations ? Comment est-ce que tu décides où tu vas aller ? En fait, je m'étais dit, je vais faire toute l'Amérique centrale, quoi, de la Colombie je vais remonter au Mexique par la terre, quoi. Par contre, je suis pas allée au Panama, du coup, c'est le seul pays qui va manquer, en fait, si tu vas en Amérique centrale, mais parce que je crois qu'à cette époque-là, les vols étaient très chers ou quelque chose comme ça, donc j'ai décidé de retourner directement au Costa Rica. Et je me suis dit, bon, tant pis, je ferai pas le Panama, et voilà. Donc là, je voyage pendant plusieurs mois, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, Belize. Et du coup, je rentre par le Mexique du côté de la péninsule du Yucatan, que tout le monde connaît, dans le coin de Cancun, quoi. Tout se passe super bien. Je continue mon voyage dans le Mexique. Je fais toute la péninsule du Yucatan. Aussi bien les sites mayas. Tout ce qu'il y a à voir, quoi. Il y a vraiment plein de choses à voir dans cette région. C'est top. J'ai une amie de Tapachula qui vient me rejoindre pour 1 mois, qui voyage avec moi. Je retrouve donc les sœurs de mon amie de Tapachula, je les retrouve dans le nord du Chiapas. On visite des ruines qui s'appellent les ruines de Palenque dans le nord du Chiapas. Après, je redescends encore une fois à Tapachula voir mes amis, du coup. Et puis là, après, je monte quoi, vers Mexico, si tu veux. Donc la distance en kilomètres, c'est assez énorme, quoi, on va dire. Je pense qu'on réalise pas, en fait. En tout cas, moi, je sais que je réalisais pas jusqu'à il y a assez peu, en fait, à quel point c'est grand le Mexique. En fait, j'ai vu une carte il y a pas longtemps sur Internet et en fait, ils te mettent la carte du Mexique et ils te mettent, je sais pas, genre entre 12 et 15 pays européens et hop, ils te les collent tous et là, ça est la taille du Mexique, quoi. Donc voilà, quand même. Ouais, c'est immense. Donc c'est là que je voyage. Je fais aussi bien la côte Pacifique que la côte de l'autre côté Atlantique, un peu tout. Aussi bien des villes, des plages, enfin vraiment plein de choses. Je monte aussi plus haut que Mexico, puisque j'ai rencontré deux Mexicaines quand j'étais vers Cancun, et elles m'ont invitée chez elles dans une ville qui s'appelle Guadalajara. Du coup, hop, j'en profite, je vais jusque là-haut. Enfin, je découvre tout le Mexique. Et en fait, c'est tellement grand que il y a plein de choses à voir partout, quoi. Oui, il y a de quoi t'occuper pendant un moment. C'est ça. Et il m'en manque encore maintenant. Hein. Enfin, j'ai pas tout fait. Et alors, question, on devait m'envoyer au Mexique pour le boulot il y a quelques années. Il y avait des coins où même en fait nos clients nous disaient vous y allez pas, surtout en tant que femme seule et tout. Voyager en tant que femme seule au Mexique, c'est difficile, c'est dangereux. Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai jamais eu de problème. Franchement, je me suis jamais sentie en insécurité. Tout ce qu'on j'ai entendu, oui, tout ça, mais c'est vrai que, enfin, franchement, moi, j'ai jamais rien eu. Les coins qui sont pas conseillés en ce moment, c'est vers le nord-est.
près de la frontière des États-Unis, mais du coup côté est, où il y a beaucoup de problèmes de narco, d'enlèvement de personnes et tout ça. Donc c'est vrai que ces régions-là, je les connais pas, quoi, si tu veux. Mais moi, dans le sud, j'ai jamais eu aucun problème, quoi. Je suis toujours tombée sur des gens super. Et tu t'étais renseignée là-dessus avant de commencer ton gros périple ou c'est pas juste vraiment, passé, parce qu'en fait, comme j'avais déjà habité 6 mois dans le sud du Mexique, je m'étais dit, oh bah voilà, ça doit être pareil que là-bas, donc je veux pas chercher plus que ça, quoi. Moi, j'étais très tranquille, mes parents l'étaient beaucoup moins, mais... Ça se termine du coup en juin 2018. En fait, j'avais des billets d'avion pour rentrer en France puisque j'avais 2 mariages la même année. Donc, juste avant de retourner en France, je connaissais pas Mexico, donc je me dis, faut quand même passer au moins une dizaine de jours à Mexico pour découvrir un peu la ville, quoi. Donc là, je dis ça à une amie de Tapachula, et elle me dit, mais moi j'ai mon frère qui habite à Mexico. Tu peux aller chez lui, de toute façon là-bas il y a ma chambre, t'auras ta chambre tranquille, de toute façon lui travaille, il n'y a pas de souci, tu peux aller là-bas. Bon, ok, alors elle me passe le numéro de son frère, j'écris à son frère et tout ça. Et voilà, donc je rencontre son frère, que j'avais jamais vu finalement. Voilà, donc elle m'envoie chez son frère. En fait, j'arrivais d'une ville qui était à 3 heures en bus, donc voilà, j'ai pas pris l'avion, il est venu me chercher au terminal de bus. Comme tout bon Mexicain, il est arrivé en retard. J'ai attendu pendant presque 1 heure. Enfin, voilà. Moi, je suis quand même d'un naturel assez timide, on va dire. Donc, du coup, je faisais pas trop la conversation, tout ça. Genre, je le connaissais pas. Enfin, c'était un peu compliqué, quoi. C'était lui qui essayait de faire la conversation parce que finalement, il parle beaucoup comme sa sœur. Donc, il y a toujours des trucs à dire. Et ouais, du coup, il me dit, en fait, je vais pas travailler ces jours-ci. T'as des trucs de prévus, qu'est-ce que tu veux aller visiter pour que je t'accompagne et tout. Parce que Mexico, c'est quand même une ville à je sais pas combien de millions d'habitants, c'est juste énorme. Donc ouais, je me suis, enfin ça faisait un peu peur comme ville finalement, parce que par rapport à la taille. Et ouais, je m'étais dit, oh non, je suis pas trop rassurée de bouger toute seule dans cette ville. Donc du coup, il m'accompagne dans plein d'endroits. Des endroits que lui ça fait, du coup à ce moment-là ça fait presque 10 ans qu'il habite là, et des endroits que lui en fait il a jamais été visité, quoi, juste parce que du coup il m'accompagne, du coup il en profite pour le voir. C'est souvent comme ça, hein. C'est comme les Parisiens à Paris qui sont pas montés à la Tour Eiffel, hein. Enfin, donc on passe ces 10 jours à visiter beaucoup de choses, et il y a quand même un bon contact du coup, mais moi évidemment j'ai mon billet d'avion pour retourner en France, quoi. Donc je retourne en France pour l'été, mais j'avais déjà quand même mon billet d'avion pour le retour. Donc en fait, vous vous mettez ensemble pendant ces 10 jours, c'est ça que tu es en train de me dire ? Non, on apprend à se connaître, on s'entend bien, et voilà. On se mettra ensemble que plus tard, au mois de 4 mois après, je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup, tu veux y retourner tout de suite, pourquoi ? En fait, moi, j'avais déjà mon billet d'avion de retour au Mexique, mais pas à Mexico, en fait. Moi, j'avais prévu mon retour à Tapachula. Donc, en fait, je change pas mes plans. Moi, je m'étais dit, peut-être que je vais trouver du boulot à Tapachula, donc je repars là-bas. Évidemment, quand je reviens de France... Du coup, j'ai une escale à Mexico, donc j'en profite pour voir Alejandro. Je trouve du boulot, en fait, à partir de... vers la mi-novembre, plus ou moins. Donc à Tapachula. Donc j'ai quand même une période qui est genre septembre, octobre, enfin j'ai 2 mois et demi en gros, où finalement je fais pas grand-chose. donc je viens voir Alejandro plusieurs fois ici. Puis c'est vrai que, voilà, du coup au mois de novembre, on décide de se mettre ensemble... même si finalement on est à 1000 km de distance, quoi. Je trouve du travail à Tapachula dans un collège, enfin ici ils appellent ça un colegio, mais en fait t'as primaire, collège et lycée. Je donne des cours de français du coup à des enfants de primaire. Bon, c'est pas ma passion, on va dire, les enfants. Enfin, c'est une école privée. Ici, c'est quand même assez différent de la France, hein. En fait, les écoles privées, ici, c'est les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. Enfin, c'est pas comme en France, quoi. Donc, en fait, c'est plutôt genre des clients, donc faut les garder, tout ça.
Mais sauf que c'est des enfants qui sont très mal élevés. Enfin, voilà, j'aime pas du tout. Mais j'y reste quand même du coup jusqu'à la fin de l'année scolaire, quoi. Jusqu'à juin, je travaille pour cette école. Parce que normalement, en fait, la directrice allait m'aider pour avoir la résidence temporaire au Mexique. Parce que j'étais toujours en visa touriste, en fait. Donc voilà. Alors donc du coup tu finis et t'as quoi en tête? J'ai pas trop de plans. À ce moment-là, je sais que mon frère va venir me voir à la fin du mois d'août. Et du coup, le plan, c'est de se retrouver sur Mexico. Enfin, c'était plus facile du coup d'arriver à Mexico. Et puis après, ensemble, on savait qu'on allait prendre des vols intérieurs pour visiter, quoi. Mais donc on se retrouve à Mexico, du coup évidemment chez Alejandro, j'en profite. Et donc je voyage 2 semaines avec mon frère, on va en Basse-Californie du Sud, on va évidemment dans le Chiapas où je lui présente ma famille adoptive, on va dire. Et puis en même temps, du coup, il fait la connaissance de mon copain, d'Alejandro. On passe les week-ends ici, pareil, on visite tout ce qu'on peut sur la ville le week-end, puisqu'en fait, en semaine, lui, il travaille. Donc c'est pour ça, on s'en va la semaine, on reste les week-ends ici pour visiter avec lui, quoi. Et puis en fait, je reste ici. Du coup, j'étais arrivée avec ma grosse valise pour retrouver mon frère. Et puis en fait, on avait un peu parlé avec Alejandro. Et puis du coup, en fait, je m'étais dit, professionnellement, Mexico, c'est beaucoup plus facile pour moi pour trouver du boulot, quoi. Parce que, à Tapachula, clairement, j'étais payée 3 fois rien. C'était pas possible, quoi. Donc, fallait que je trouve quelque chose de mieux ici, à Mexico. J'ai fait un entretien avec un Français très sympa qui était en train de monter sa propre école de français, qui donnait lui déjà des cours, mais il était avec un autre prof, en fait. Mais voilà, il avait prévu de s'agrandir pour le début d'année suivante. Et du coup, il cherchait des profs. Donc voilà, je le rencontre. Tout se passe bien et tout ça. Et il me dit, c'est bon, tu commences avec moi... du coup, en janvier 2020. Voilà, et puis donc j'avais quand même... j'avais des billets d'avion pour la France pour repartir pour Noël. Donc on part avec Alejandro et aussi avec toute la famille que je te disais du Chiapas. Du coup, donc mon ami, ses 2 sœurs, sa maman et le fils d'une de ses sœurs. Donc voilà, on arrive chez mes parents, la grande tribu, quoi. donc je leur fais découvrir la France, tout ça. Et puis à mon retour... La délégation mexicaine. C'est ça. Mes parents avaient loué un genre de camionnette, un truc genre 9 places, quoi, pour pouvoir se déplacer tous ensemble et tout. Et puis, on avait fait appel à la famille pour qu'ils nous prêtent un siège auto, pour qu'ils nous prêtent... des vêtements d'hiver pour le bébé, parce que en fait eux, à Tapachula, comme je vous ai dit, il fait très très chaud, donc clairement en vêtements d'hiver ils avaient rien du tout, mais tout le monde participe. Et donc là du coup tu présentes Alejandro à tes parents comme ton copain? Oui, c'est ça. Ils le savaient déjà. Et la rencontre se passe bien? Ils parlent un peu de français ou tes parents parlent un peu d'espagnol ou c'est toi parents, qui jongle? Mes parents ils alignent 3 mots en espagnol et Alejandro à peu près la même chose en français à ce moment-là. Donc la communication c'est un peu compliqué. Du coup je fais traducteur pour tout le monde, du coup, puisqu'on était ils étaient 6 Mexicains quand même, quoi. C'est pas des vacances très très reposantes en tout cas, mais ils essayent d'apprendre le français. Ils sont fans de la nourriture française, puisque ma maman est une grande cuisinière. Ils adorent goûter de tout, mais alors tu leur sers de tout, ils goûtent tout, ils adorent. Et puis on revient vers le 11 janvier 2020. 2 jours après, je commence à travailler, du coup, à donner des cours. Donc, des cours en présentiel. À ce moment-là, tout va encore bien dans le monde. Mais pas longtemps après, fin mars, nous sommes obligés, comme tout le monde, de passer à des cours en ligne. Vous aurez tous deviné la raison. Donc, vous avez été confinés, vous avez vécu la même chose que nous? Alors, confinement, on peut pas dire ça. Beaucoup moins strict que la France ou que d'autres pays. Au début, ça a marché un peu. Ils ont dit aux gens, arrêtez de sortir, tout ça. Donc ça a marché pendant 1 mois et demi, 2 mois.
Moi, à Mexico, j'habite dans le plein centre historique, donc c'est vrai qu'il y avait plus de trafic, mais vraiment, il y avait personne dans les rues, les magasins tout fermés et tout ça. Le problème, c'est qu'ici, il y a beaucoup de commerce informel et en fait, les gens vivent avec ce qu'ils gagnent au jour le jour, quoi. Tu peux pas continuer comme ça longtemps, quoi, parce que les gens, ils ont besoin de gagner de l'argent pour vivre, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est reparti, quoi. Enfin, tout ça a commencé à rouvrir. Avec des horaires spécifiques et tout ça, quoi. Mais ouais, ça a rouvert très rapidement. En 3 mois, ça avait rouvert, quoi. Mais l'école est restée en ligne. Ouais, nous, on est restés en ligne. Donc, au début, vraiment, on a perdu beaucoup d'élèves parce que les gens voulaient du présentiel, quoi. On était assez inquiets, d'ailleurs. Mais finalement, 2 mois plus tard, il y a eu une explosion de demandes, quoi. Une explosion de demandes. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup d'élèves, donc c'est super. Et il y a plein de profs qui ont commencé à travailler avec nous. Là, j'ai fait un petit coucou à Fanny, qui travaille avec nous. C'est comme ça qu'elle vous a rejoint. Voilà, c'est ça. Et là, vous vous dites, mais c'est qui Fanny ? Fanny, c'est la responsable du blog de French Expat, le podcast, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en tant qu'invitée dans la saison 1 du podcast, juste avant en fait, qu'elle nous rejoigne au sein de l'équipe. À l'époque, elle nous racontait, elle s'apprêtait à partir traverser les États-Unis et le Canada avec un van qu'elle avait aménagé avec son mari. Donc une année complète, du coup de mars jusqu'à décembre, comme ça. Et puis en début 2020, il y a eu au moins 5 profs qui sont rentrés parce qu'en début d'année, c'est là qu'on a les plus grosses inscriptions. Et puis finalement, en février, je suis coordinatrice à l'école, quoi. Je donne plus seulement des cours, mais je gère tout le recrutement des profs. En gros, toutes les questions qu'ont les profs, c'est pour moi. Donc je suis dispo tout le temps pour les profs. Et alors, toujours avec Alejandro ? Oui, toujours. Tu m'as dit en début d'épisode que vous êtes mariés. Quand est-ce que c'est arrivé ça dans l'équation ? C'était en mars de cette année, fin mars de cette année. C'était un plan qu'on avait dans le futur. Le problème, c'est que moi, j'étais encore ici en tant que touriste. Et j'étais déjà sortie du pays. J'ai dû sortir au mois de décembre. Donc en plein Covid, sortir du pays, c'est assez compliqué tout ça. Et j'avais déjà entamé en fait une procédure avec une avocate pour avoir ma résidence temporaire ici. Comme j'avais déjà dépassé la date de mon visa touriste, il fallait d'abord que je règle ce problème. Et en fait, ils étaient apparemment plus souples pour les gens qui avaient dépassé à cause du Covid, mais finalement, ça n'a pas été le cas pour moi. Alors je sais pas vraiment pourquoi. Mais il fallait faire les choses assez vite et puis c'est là qu'on a commencé à parler mariage du coup et voilà. Donc on a fait quelque chose de très simple, très très petit. On était seulement avec 4 témoins. Ma famille n'était pas là, sa famille n'était pas là. Voilà quoi, c'était très très simple et rapide. Et ça n'a pas été trop difficile pour vous comme pour eux qu'ils ne soient pas là ? Si, un peu, surtout mes parents, je comprends aussi, mais de toute façon, je leur ai dit qu'on pense de toute façon faire quelque chose, une fête, quand ce sera possible, et puis un mariage en France, j'espère. Et alors, sa famille n'est pas venue. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, sa sœur qui vous a présenté sans vous présenter, mais qui t'a suggéré d'aller rencontrer son frère ? Elle l'a pris comment, le fait que vous étiez ensemble ? Au début, plutôt bien. Tu lui as dit rapidement ? Ouais, quand j'étais en France, en fait, juste après l'avoir rencontré, j'ai commencé à lui dire, tu sais, avec ton frère, on s'entend bien, on a prévu de se revoir quand je reviens. Donc ouais, j'ai quand même fait comprendre qu'on s'entendait bien et plus que bien, quoi. Donc au début, tout va bien, elle est contente. Et puis au final, quand moi je viens habiter à Mexico, elle est encore à Tapachula chez ses parents. Voilà, finalement, on les voit pas trop en fait. C'est aussi bien ses parents que sa sœur, donc tout va bien, quoi, ça va. Par contre, un week-end, on va à Tapachula et du coup, on leur annonce en fait qu'on va vivre ensemble, quoi. Même si en fait c'était déjà le cas. Mon copain me dit à ce moment-là, non mais en fait ici, faut quand même que je parle avec mes parents, faut bien que je leur explique qu'on va vivre ensemble, quoi. C'est là que ça a commencé à se compliquer un peu en fait. On va au resto, donc il y a la sœur avec son copain qui sont là et en fait il leur dit quoi qu'on va habiter ensemble et
Et ouais, enfin, bon, c'est un peu culturel, mais enfin, moi, j'aime pas trop ce genre de choses. Mais en fait, tout le monde commence à donner son opinion sur ton couple. Genre même le copain de la sœur, et enfin, lui, il a rien à voir dans l'histoire, quoi. Enfin, pourquoi il donne son opinion sur mon couple? Non, mais même personne n'a rien à voir dans votre histoire, c'est ouf, ils disent quoi? Ils commencent à donner plein de conseils. Enfin, en gros, ils veulent un peu genre nous mettre en garde sur la vie ensemble, le fait qu'on ait des cultures très différentes. Voilà, ça commence un peu comme ça. Et puis en fait, dans la conversation, le père nous dit, parce que du coup, Alejandro vit ici dans l'appartement qui est à sa grand-mère, mais qui est à son père maintenant. Il dit qu'en fait, on va pas pouvoir rester vivre ici à notre retour de France, qui est quelques mois plus tard, quoi. Là, tu fais « Ah, ok, tout va bien ». Et puis, et la maman se met quand même à pleurer, tout ça. Enfin, c'est assez chaud quand même, l'annonce, quoi. Ouais. Ouais, là, tu fais « Bienvenue dans la famille ». Il leur dit quoi? Enfin, il leur répond ou... Ouais, enfin, il y a toute une conversation qui s'ensuit et qui dure genre 1h30. Hein. Enfin, je te le fais en cours, mais... Ça doit être hyper gênant, toi, d'être à cette conversation. Moi, j'ai juste envie de me cacher, quoi, enfin, clairement. Bah ouais. Tu réponds rien, tu dis rien, toi? Je dis pas grand-chose, quoi. Enfin, voilà, je préfère pas parler plutôt que de dire des choses qui vont... Enfin, au final, ça va faire qu'empirer les choses, donc voilà. Donc au final, je dis rien. Et puis voilà, de toute façon, nous, on a nos billets d'avion pour repartir sur Mexico 2 jours après. Eux, ils sont à Tapachula. Bon, bah, voilà, quoi. Enfin, en fait, qu'ils disent oui, qu'ils disent non, bah, voilà, quoi. Enfin, de toute façon, on retourne à Mexico. Et puis, bah, voilà, on habite déjà ensemble, finalement. Non, et la question qui m'a tuée de la maman, c'était quand même... mais en fait, Sélénie, ça va être quoi? Ça va être... Enfin, genre, tu vas lui louer l'autre chambre? Vous allez être coloc? Vous allez être quoi? En fait non, enfin vous avez pas encore compris. Donc voilà. Ah oui, dur. C'est ça. D'accord. Et alors quand vous leur avez annoncé le mariage, comment ça s'est passé? Donc en fait c'est là qu'il y a un petit hic dans l'histoire, c'est qu'en fait ils savent pas qu'on est mariés. Mais attention, t'as appris le français à la sœur, elle peut écouter le podcast. Ah non. Non, elle a appris un peu avant, mais ouais, elle a qu'un niveau très 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 débutant, elle ne va pas. Ah ouais, vous avez, tu les as revus les parents depuis ou comment se passe du coup les relations? Ça doit pas être facile. Ouais, voilà, on se revoit régulièrement. D'ailleurs, ma belle-sœur en ce moment est là pour quelques mois avec nous dans ce cher appartement. Donc oui, mais oui, elle est là, on voit les parents. Et donc elle ne sait pas que vous êtes mariés? Non, du tout. D'accord. Donc faut faire attention, faut pas faire de gaffe, quoi. Mais ça va. Non, les relations avec elle sont très tendues, on va dire. Ah mince, même au quotidien là quand elle... Ouais. En fait, on s'adresse quasiment pas la parole, quoi. Enfin, c'est juste horrible chez moi. Oh là là, dur. Ouais, okay. enfin, j'ai déjà eu une conversation avec elle et en fait, elle est jalouse, quoi. Elle est juste jalouse de son frère. Mais comment ça? Elle allait pas se marier avec lui? Voilà, c'était la question aussi que je me posais des fois, si elle avait prévu de se marier avec lui ou pas. Mais oui, enfin, voilà, clairement, elle est jalouse de son frère. Voilà, je me l'explique pas vraiment non plus parce que elle a quand même aussi son copain, tout ça. Enfin, elle a sa vie, mais non. Voilà. Aujourd'hui, à quoi ressemble ta vie? Vous en êtes où de votre vie à deux? T'en es où de ta vie au Mexique à titre personnel? Raconte-moi un peu. Aujourd'hui, j'habite toujours avec Alejandro, toujours dans ce même appartement. On aimerait bien, d'ici peu, avoir quelque chose à nous, puisque la situation n'est plus supportable quand sa famille débarque. Donc c'est un peu... Oui, parce que du coup, ils sont chez eux aussi, quoi. Voilà. Ouais. Autant la maman respecte beaucoup ça que... En fait, nous, on habite ici, quoi. Donc, c'est nous... en gros, elle nous voit un peu comme les propriétaires, si tu veux, même si c'est pas le cas. Mais autant la fille... du coup, la sœur d'Alejandro et son père arrivent vraiment chez eux. Ils débarquent à n'importe quelle heure. C'est ça qui est plus compliqué à gérer, en fait, quoi. Sinon, ici, moi, je travaille toujours dans la même école, tout se passe très bien. Il y a des projets, du coup, pour agrandir l'école. Enfin, voilà, quoi, tout roule, tout va bien. Tout roule. C'est ça.
Aujourd'hui, je me balade dans le centre historique, dans la rue qu'on appelle la rue des Mariés. Parce qu'en fait, autour de moi, il n'y a que des boutiques de robes de mariée. Et alors, tu nous as décrit un petit peu certains endroits du Mexique. Est-ce que tu pourrais, donc, tu nous as dit que la ville de Mexico était très dense. Tu vis dans le centre historique. Est-ce que tu pourrais nous plonger dans ce coin-là de Mexico, dans la ville de Mexico Je suis vraiment tout près de la place centrale qu'ils appellent ici le Zócalo, là où il y a le palais national avec le président qui habite, quoi. Donc, je suis à, on va dire, 5 rues de cette grande place. Donc c'est souvent très, très animé quand même. Il y a pas mal de bars, pas mal de restos. Et comme c'est le centre historique, t'as vraiment plein de bâtiments qui sont juste magnifiques en fait, quoi. T'as une grande rue piétonne qui s'appelle la Calle Madero. Et là, c'est là où t'as tous les commerces. Il y a plein de musées dans le centre historique. Il y a le Palais des Beaux-Arts, Bellas Artes. Enfin, c'est juste magnifique, quoi. Et puis les odeurs typiques ici à Mexico, c'est l'odeur des tacos à tous les coins de rue. Ils appellent ça des petits puestos, c'est des petits chariots un peu aménagés où ils ont en fait leur bouteille de gaz et puis ils te font à manger au coin de la rue, quoi. C'est ça. C'est quoi le truc à goûter absolument d'ailleurs à Mexico ? Il y en a plein. C'est un peu dans tout le pays, on va dire. Mais évidemment, tu peux pas passer à côté des tacos, quoi. Les tacos al pastor. C'est des tacos en fait avec la viande de porc et de l'ananas. Donc attention s'ils te demandent con todo, donc avec tout. Il faut pas forcément dire oui parce que là sinon ils te mettent une tonne de sauce qui pique bien sur le tacos, donc. Non, j'allais dire s'il y avait un truc à ramener absolument de ce coin-là quand tu voyages, ce serait quoi ? Du Mexique en général. Tu vois en fait ici à Mexico. Enfin, après, j'ai vécu dans le Chiapas avant, donc je sais pas si c'est ça qui m'influence peut-être sur ma vision du Mexique, mais en fait, il y a plus des trucs typiques dans le sud du Mexique, dans le Chiapas. En fait, ils font plein des tissus brodés, ils font plein de tout ce qui est genre petits porte-monnaie, portefeuille, les petits souvenirs comme ça de trucs en tissu, c'est vraiment typique du Chiapas, quoi. Et en fait, là-bas, elles font ça, elles sont assises au coin de la rue, hop, elles font ça, et puis elles ont leur petite un bout de drap qu'elles te mettent sur le sol et puis tu choisis et en fait tu sais que c'est elles qui viennent le faire, quoi. Enfin, voilà. Trop cool. Mais écoute, ça donne envie tout ça. Du coup, tu t'as l'air finalement, bon, il y a une situation familiale qui est pas super facile, mais dans votre couple, tout a l'air de rouler. T'as l'air d'aimer la vie dans laquelle tu vis. T'as l'air d'aimer aussi ta vie professionnelle. Qu'est-ce qui te réserve l'avenir ? Est-ce que tu te vois rentrer en France ? Est-ce que tu te vois rester au Mexique ? Est-ce que tu te vois aller ailleurs ? Alors pour l'instant, le plan, c'est de rester encore quelques années ici au Mexique. Le temps que mon mari apprenne bien le français, tout ça. Parce que là, quand on y est retourné cet été, c'était un peu plus facile. Il a quand même fait des progrès, mais c'est vrai que en tant qu'étranger, le jour où tu veux trouver un travail en France, faut juste parler super bien français, quoi. Donc pour l'instant, c'est encore un peu compliqué pour cette partie. Mais c'est vrai que d'ici quelques années, moi, j'aimerais bien rentrer en France. On va dire que le jour où on pensera à avoir des enfants, pour tout ce qui est sécurité, éducation, santé, c'est vrai que ces points-là, ce sont des points qui sont super importants et qui nous feront basculer, je pense, vers la France. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais à ton toi pré-Mexique, pré-Pérou, pré-Équateur, avant en fait ce premier départ, gros départ de la maison ? Est-ce qu'il y a un truc qu'on t'a dit qui t'a aidé ou à l'inverse que t'aurais aimé qu'on te dise qui aurait pu t'aider dans ces nouvelles aventures ? De pas écouter les soi-disant conseils de ta famille ou de tes amis qui sont parfois des gens qui n'ont jamais voyagé et qui essayent de te dissuader de partir. C'est un peu dommage de toujours s'arrêter à ce qu'on voit ou ce qu'on écoute à la télé. Parce qu'on sait très bien que c'est pas toujours les vraies informations, on va dire.
Donc voilà, c'est un peu dommage. Et quelque chose que je ferais différemment, par contre, ça serait... ça, je le ferais pas vraiment pour moi. Je le ferais plutôt pour ma famille. Mais ça serait les avertir un peu plus en avance de mes départs. Parce que je sais pas si c'est par superstition ou quoi, mais par exemple, à chaque fois que je partais en stage, même si j'avais postulé au stage très longtemps à l'avance, la réponse n'était pas forcément très rapide, mais j'attendais de vraiment être sûre que j'allais partir pour leur dire. Et généralement, un mois après, il fallait que je parte, quoi. Donc ouais, je ferais ça pour eux, je pense. Après, des fois tu te dis, comment tu dis à ta famille que tu repars encore, quoi. Quand ça fait déjà 2-3 fois que tu pars pour une période de 1 an, 6 mois, c'est compliqué de leur annoncer quand même. Donc je ferais ça pour eux. Après, pour mon expérience personnelle, je repartirais. Je referais la même chose finalement. Parce que c'était vraiment une super expérience. Et puis, après, je sais pas dans quel pays je repartirais finalement, puisque à ce moment-là, j'ai saisi des opportunités qui sont présentées pour les différents stages et jobs. Mais c'est vrai que, en tout cas, je repartirais en Amérique latine, c'est sûr. Par contre, ce que je referais pas, ça serait de repartir maintenant dans un nouveau pays, en fait. Parce que je l'ai déjà fait 4 fois et ouais, finalement, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Il faut se refaire un réseau, il faut rencontrer du monde. Il faut repartir de zéro, en fait. Et ouais, c'est compliqué. Donc, mon moi d'il y a 10 ans, ouais, il le referait. Mon moi d'aujourd'hui, je pense pas. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sélénie pour ce chouette moment passé ensemble. Et puis bien sûr, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'être là chaque semaine. Bon, et du coup, on part où la semaine prochaine ? Chut, écoutez. Et voilà, je ne vous en dirai pas plus. Je vous dis rendez-vous mardi prochain. Et en attendant, si vous souhaitez continuer la conversation, n'oubliez pas qu'on est dispo sur à peu près tous les réseaux sociaux. Bonne semaine!